Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Bébésaurus. Donc nous voilà pour une nouvelle vidéo. On est de retour du Maroc. On n'a pas encore eu le temps de vous faire le montage de nos découvertes là-bas. Ça va arriver bientôt, vous inquiétez pas. À la demande générale, donc on va vous faire une vidéo sur les batraciens. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo sur la rainette aux yeux rouges, Agalicnis calidrias. C'est un magnifique animal de terrarium avec des couleurs assez exceptionnelles. L'Agalicnis, en fait, c'est une petite grenouille qui vit en Amérique centrale et sur des petites îles des Caraïbes, qui est nocturne. Alors la chose assez particulière, ça va être sa coloration de jour et sa posture de jour. Donc là, on va en profiter pour vous en montrer une dans le terrarium, justement en train de dormir. Donc en fait, la journée, ce sont des grenouilles qui vivent, qui dorment en tout cas sur les feuilles, cachées dans la végétation. Et donc elles sont complètement mimétiques. Elles sont vertes, assez banales, rien d'extraordinaire au niveau de la coloration. Par contre, la nuit, lorsqu'elles vont rentrer en activité, donc là je vais en réveiller une pour vous montrer, la coloration, enfin en tout cas, elle va montrer tout son potentiel. Vous voyez, donc quand elle se réveille, elle ouvre ses yeux au rouge, assez impressionnant. Elle peut avoir une coloration qui varie du vert foncé, comme là c'est le cas, presque noir, au vert clair, là, elle va sauter, non ? Au vert clair. Donc lorsqu'elle se déploie, en fait, on peut voir ses pattes bleues et ses bandes transversales sur les flancs. Donc le nombre de bandes, en fait, dépend aussi de la population. Par exemple, au Mexique, elles ont généralement 5 bandes. Au Costa Rica, ça peut aller jusqu'à 7. Et dans les îles des Caraïbes, elles n'ont pas de bandes, elles ont carrément des lignes sur les flancs. Donc elles ont une coloration des pattes jaunes. Il y a un dimorphisme sexuel assez marqué, notamment au niveau de la taille. Les mâles, en fait, peuvent mesurer 5 à 6 cm et les femelles 7 à 8 cm en général. Pendant la période de reproduction, les mâles ont près du pouce, alors là je vais pas les embêter, mais en tout cas ont près du pouce une sorte d'ergot un peu épineux noir qui lui permet de s'accrocher à la femelle pendant les accouplements. Les yeux rouges lui serviraient, apparemment c'est une hypothèse, à effrayer ses prédateurs. Quand elle passe de la phase de sommeil à la phase d'éveil, l'apparition de ces yeux rouges pourrait déstabiliser un prédateur et lui laisser le temps de s'échapper. Elles sont pas toxiques comme les dendrobates, elles ont des substances comme pas mal de batraciens plus ou moins toxiques. Elles sont pas dangereuses pour les prédateurs en cas d'ingestion. En termes d'aménagement du terrarium, il n'y a pas besoin d'avoir un terrarium énorme, donc c'est une grenouille plutôt arboricole. Un terrarium de 40-40-60 ou 50-50-80 ou même 60-61 mètres est adapté. En termes de température, autour de 26 degrés. Idéalement, il faudrait mettre pas mal d'éclairage dans le terrarium pour arriver à faire pousser les plantes, parce que si vous pouvez mettre des vraies plantes dans le terrarium, c'est vraiment le top pour ces batraciens qui pourront se cacher à l'intérieur pendant la journée. Au niveau des UV, pareil, c'est assez controversé. Certains auteurs parlent de mettre des UV à ces grenouilles. Alors moi, personnellement, vu la toxicité des rayonnements UVB, si vous en mettez-les dans un coin où la grenouille peut vraiment s'en extraire. En faible quantité, vu que ce sont des animaux qui vivent dans la canopée, à l'abri du feuillage, personnellement, je ne suis pas persuadé que ça soit une bonne chose. Donc en captivité, en termes d'alimentation, il va falloir la nourrir avec pas mal d'insectes. C'est une grenouille insectivore, donc nous on leur donne des grillons, des petits criquets, vous pouvez aussi donner des blattes. Donc elle va être active et s'alimenter la nuit. Il faudra bien penser à supplémenter en calcium et vitamines. Donc calcium en repas sur 2, vitamines une fois par semaine. Et donc elle supporte en fait des petites périodes sèches, comme dans la nature où il y a vraiment deux grandes périodes, une période sèche et une saison plus humide. Vous pouvez vaporiser quotidiennement, mais il ne faut pas non plus que le terrarium soit détrempé parce qu'avec la chaleur et l'humidité, ça peut rapidement devenir problématique et se transformer en bouillon de culture. Donc une vaporisation, une humidité normale, mais sans que ça soit vraiment trop saturé. Donc là maintenant on va parler de quelque chose d'assez intéressant, c'est sa reproduction en milieu naturel et aussi en terrarium. Donc il y a eu des études qui ont été faites sur ça. Les mâles auraient un champ... J'ai peur que c'est... Les mâles auraient deux types de champs. Un champ plus agressif pour faire fuir, en tout cas pour entrer en compétition avec d'autres mâles, et un champ pour attirer les femelles.
Ça, c'est assez étonnant, hein. Ils ont deux formes de langage. En période de reproduction, qui correspond au début de la saison des pluies, les mâles vont donc éloigner les autres mâles et appeler les femelles. Les femelles vont choisir leur mâle en fonction des individus qui les séduisent le plus. Donc en fait, elles vont descendre lentement de la canopée pour s'approcher du mâle sélectionné. Donc généralement, elles descendent très lentement en fait en marchant des arbres, mais ils ont vu aussi des femelles qui volaient plus ou moins, qui sautaient. Donc elle a sauté sur notre caméraman, en plein sur la figure, vous avez loupé ça. Ils sont très agiles là. Sur ma bouche, c'est cool. Ouais, ça faisait classe, mais c'est dommage que elles aiment bien faire pipi en plus des fois. Ouais, hein. C'est bon. Laisse les prix, comme ça. Donc qu'est-ce que je disais Elles descendent des arbres. Donc voilà, les femelles descendent des arbres et vont sélectionner les mâles. Le mâle va accrocher la femelle, faire un amplexus, hein, c'est-à-dire qu'elle va s'accrocher sur le dos de la femelle. Qu'est-ce que va faire la femelle? La femelle va descendre dans l'eau avec le mâle pour remplir sa vessie d'eau, hein, en faisant passer l'eau à travers la peau. Et va ensuite remonter sur les plantes au-dessus des points d'eau, hein. Donc ils peuvent... Je pense que je vais la reposer parce que sinon ça va être difficile de continuer la vidéo. Donc on va avoir du réflexe. Ouais, on va la remettre là. Elle n'a pas très envie. La femelle va attirer le mâle qui est en amplexus sur elle, donc accroché sur elle dans un point d'eau. Elle va se gorger d'eau, remplir sa vessie d'eau, ce qui va lui servir ensuite à s'hydrater pour produire le mucus protecteur des œufs. Donc ensuite, ils vont remonter sur les plantes qui sont généralement au-dessus de l'eau. Elle va pondre généralement sur les feuilles une quarantaine d'œufs enrobés d'un mucus qui va les protéger en fait des agressions extérieures comme le soleil ou la dessiccation. Alors parfois, cette espèce de mucus en fait va permettre aux plantes de se recroqueviller autour des œufs et les protéger un peu plus, mais en tout cas c'est pas comme d'autres Philomédusa où elles vont vraiment pondre les œufs dans les feuilles des plantes enroulées. Là c'est pas forcément le cas. Donc dans la plupart des cas, les grenouilles pondent sur les plantes au-dessus de l'eau, mais il y a aussi des cas où les pontes sont faites sur des plantes qui sont au-dessus de la terre. La chose qui est assez étonnante, c'est que après 4 à 7 jours d'incubation, les têtards vont tomber de la plante dans l'eau. Et dans le cas où la ponte a été faite sur une plante au-dessus de la terre, les têtards, expérimentalement, on a pu prouver qu'ils peuvent survivre à peu près 20 heures en dehors de l'eau. Donc ce qui leur permet soit de se déplacer près d'un point d'eau en faisant des mouvements de leur queue, soit en attendant une pluie qui va ensuite les pousser vers la mare la plus proche. La durée d'incubation des œufs des têtards, dans des conditions où les œufs ne sont pas perturbés, est autour de 7 jours. Alors tous les embryons se développent à la même vitesse, mais par contre les éclosions pourront être étalonnées dans le temps, c'est-à-dire que les têtards ne vont pas forcément tomber tous en même temps. Alors ça c'est dans une situation où les œufs n'ont pas été dérangés. Par contre dans une situation où les œufs sont dérangés, parce que les œufs en fait ont énormément de prédateurs comme les serpents, certaines guêpes ou certains champignons. En fait, les têtards peuvent sortir des œufs prématurément pour rejoindre le milieu aquatique et échapper à leurs prédateurs aériens. Lorsqu'un serpent s'approche, il va émettre des vibrations sur les feuilles et ça va stimuler les têtards pour accélérer leur éclosion et tomber dans l'eau le plus rapidement. Pareil avec des guêpes qui se nourrissent, certaines guêpes qui se nourrissent des œufs de têtards. Les vibrations vont stimuler l'éclosion précoce des têtards. Et pareil pour les champignons, ça va pas être les vibrations, mais en tout cas, ils sont capables de ressentir une attaque fongique et ils vont pouvoir éclore plus rapidement. Alors ça, c'est une adaptation assez étonnante en fait à la prédation en milieu aérien, enfin à la prédation ou aux agressions du milieu aérien, parce qu'un champignon, c'est pas un prédateur. Alors par contre, il y a quand même un désavantage lorsqu'ils vont éclore trop tôt, c'est que du coup, ils vont être aussi plus vulnérables dans l'eau parce qu'ils seront... leur développement ne sera pas forcément entièrement terminé, ils seront peut-être un peu plus petits qu'habituellement. Et dans l'eau, il y a encore pas mal de choses qui risquent de les manger, comme des espèces d'insectes aquatiques, des crevettes ou des poissons. En tout cas, en échappant à leurs prédateurs aériens,
rapidement, ça leur laisse un peu plus de chance une fois qu'ils sont dans l'eau. Après, en espérant qu'il n'y ait pas trop de prédateurs dans l'eau non plus. En terrarium, il va falloir essayer de recréer une saison un peu plus sèche et un peu plus humide pour essayer de stimuler la reproduction en captivité. Donc les grenouilles, il faudra essayer de mettre justement des vraies plantes au-dessus de bassins d'eau. Et les grenouilles vont se reproduire en faisant leurs œufs au-dessus des plantes qui seront présentes au-dessus de votre gamelle d'eau, et vous pourrez ensuite récupérer les têtards. Donc les pontes sont généralement autour d'une 40aine d'œufs. Dans la nature, elles peuvent parfois pondre plusieurs fois dans la nuit, jusqu'à 5 fois. Et à chaque fois qu'elles vont pondre, en fait, elles vont retourner dans l'eau pour remplir leur vessie, pour pouvoir produire du mucus protecteur des œufs. Il a été prouvé aussi par des études ADN en fait, que les femelles étaient capables de s'accoupler avec plusieurs mâles lors d'une même ponte. Par exemple, lorsque la femelle a entraîné son premier mâle dans l'eau, remonte dans la plante et commence à pondre, donc le mâle fertilise les œufs au fur et à mesure qu'ils sortent. Parfois, d'autres mâles profitent pour enlever le mâle qui est sur la femelle et continuer à s'accoupler avec cette même femelle. Donc une femelle rainette aux yeux rouges peut aussi avoir plusieurs paires possibles dans une ponte. En tout cas, c'est des observations qui ont été faites en milieu naturel et les études génétiques ont pu prouver qu'il y avait plusieurs mâles. Après, pour revenir à la captivité, ça reste un batracien super sympa à élever, assez facile, très robuste, qui n'a pas besoin de conditions trop difficiles à reproduire. Je vous dis, une température autour de 26 degrés, il a un régime insectivore, vous pouvez faire un chouette terrarium planté. Alors même si la journée il est très discret, vous ne le verrez pas, surtout si vous mettez des plantes, il sera bien camouflé au milieu du feuillage. La nuit tombée, ça va être un spectacle assez étonnant. C'est une grenouille qui a des couleurs vraiment impressionnantes. Le seul petit bémol, je dirais, c'est sa longévité en captivité qui est autour de 4-5 ans. C'est pas non plus une grenouille qui vit extrêmement longtemps, mais qui est robuste et qui est facile à faire vivre en tout cas. Nous en avons ici à notre boutique de Lyon qui sont nés en captivité. Il y a quasiment plus de spécimens importés. Enfin, en tout cas, nous, on n'en prend pas. On prend vraiment que les spécimens nés en captivité. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. N'hésitez pas à nous dire si cette vidéo vous a plu, à poster vos commentaires, à vous abonner à notre chaîne pour nous encourager à en faire d'autres. Et puis donc, à bientôt sur la chaîne Bébésaurus ou dans notre boutique à Lyon. Salut!